Mon père a pointé du doigt la voiture de mon frère, et a dit, ça, c'est un vrai homme, un vrai succès. Pendant ce temps, tout le monde se moquait de moi, comme si j'avais encore 15 ans. Alors, je leur ai calmement répondu, que c'était moi qui lui louais cette voiture. Pour que vous sachiez, j'ai 34 ans. Et si je devais résumer la dynamique de ma famille en une phrase, ce serait sans doute, les apparences comptent plus que la vérité, surtout pour mon père. C'est le genre de personne qui juge un homme par sa voiture, par la marque de sa montre, ou par l'absence d'éraflures sur ses chaussures. Et mon jeune frère, Jake. Oh, il a appris du meilleur, lui, l'enfant prodige depuis sa naissance. Athlète vedette, diplômé d'une école de commerce, et la seule personne que je connaisse, qui a un jour repassé un sweat à capuche avant d'aller à la salle de sport, juste au cas où quelqu'un le verrait. Quant à moi, je suis plus discret. Je dirige une petite, mais fructueuse, entreprise de conseil en informatique. Principalement du télétravail, de bons clients, et des revenus stables. Je suis pleinement propriétaire de ma maison, sans hypothèque. Je vis simplement, par choix. Ma voiture, une Honda Accord de 2006, n'a rien de tape à accent grave-l'œil, mais elle roule à merveille, parce que j'en prends soin. Elle a traversé des épreuves avec moi, et, honnêtement, je n'ai jamais vu l'intérêt de remplacer quelque chose qui fonctionne encore parfaitement, juste pour impressionner des gens que je n'apprécie même pas tant que ça. Mais mon père ne voit pas les choses de cette façon. Chaque fois que nous nous réunissons, il trouve un moyen de me lancer une pique. Parfois, c'est subtil, tu travailles toujours à la maison, Ben? Ça doit être sympa de ne pas avoir à porter de cravate. Et parfois, ça blesse un peu plus profondément. Et Jake, il rentre dans son jeu. Il l'a toujours fait. Depuis que nous sommes enfants, c'est comme une compétition tacite, à laquelle je n'ai jamais demandé à participer. J'étais le garçon réfléchi, l'organisateur, l'économe. Jake était le flambeur, l'amateur de risque, avec un sourire qui pouvait lui éviter une contravention. Et pour une raison quelconque, cela lui faisait toujours gagner des points, auprès de papa. C'est un dimanche soir, que tout a commencé à s'effondrer. Ma mère nous avait tous invités à dîner, une chose qu'elle fait tous les mois ou deux, pour éviter que la famille ne s'éloigne de trop. C'est la gardienne de la paix, toujours en train d'arrondir les angles, toujours à prétendre que nous sommes un groupe heureux et très unis. Je l'aime. Vraiment. Mais parfois, j'aimerais qu'elle appelle un chat. Bref, je suis arrivé chez eux quelques minutes avant 18h. J'ai garé ma Honda un peu plus bas dans la rue, car l'allée était pleine. La nouvelle BMW de Jake était garée en plein milieu, comme si elle posait pour la couverture d'un magazine. L'engin était impeccable. Noir de jet, vitres teintées, jantes sur mesure. Je me souviens avoir pensé, ça, c'est la brillance d'une voiture de location. Et je n'avais pas tort, mais nous y reviendrons. Le dîner a bien commencé. Poulet rôti, purée de pommes de terre, la totale. Ma mère fait toujours les choses en grand. Nous avons échangé les banalités d'usage. Comment va le travail? Quel temps fait-il? Comment va le chien? Le genre de choses qu'on dit, quand on essaie de ne pas parler des vrais sujets. Jake était en retard, comme d'habitude. Il est entré comme s'il était le maître des lieux, arborant son sourire habituel, les clés de la BMW se balançant au bout de son doigt, tel un trophée. Papa lui a tapé dans le dos, et a lancé, le voilà, l'homme de la situation. Je n'ai rien dit, j'ai juste continué à manger. Quelques minutes plus tard, nous étions tous à table, nous passant les plats, et faisant semblant de ne pas compter combien de petits pains Jake prenait, avant même que les autres n'en aient un. Et c'est là que ça a commencé. Papa s'est tourné vers moi avec ce petit sourire en coin, la fourchette pointée dans ma direction, et a dit, « Alors, Ben, tu conduis toujours cette vieille Honda. » Il a fait traîner le mot Honda, comme si cela avait un goût amer dans sa bouche. Toute la table a gloussé. Jake a ri plus fort que nécessaire. Et mon oncle, dont j'avais oublié la présence jusqu'à cet instant, a ajouté, « Et, si ça n'est pas cassé, on ne répare pas, n'est-ce pas ?» J'ai réussi à sourire. « Elle m'emmène là où je dois aller ?» ai-je répondu, sans lever les yeux. Mais papa n'en avait pas terminé. Il a pointé sa fourchette vers la fenêtre, désignant la BMW de Jake, comme s'il s'agissait de la Joconde. « Voilà comment un vrai homme affiche sa réussite », a-t-il affirmé, la voix s'élevant juste assez pour s'assurer que tout le monde entende. Il conduit une voiture qui fait tourner les têtes,
qui dit au monde qui il est, et non un tas de ferraille, qui a sa place à la casse. Ma mâchoire s'est crispée. J'ai jeté un coup d'œil à ma mère. Elle a baissé les yeux vers son assiette. Typique. Jake s'est adossé à sa chaise, a croisé les bras, et m'a lancé ce regard suffisant, qui semblait dire « Désolé, mec. Ce n'est pas moi qui fais les règles. » Et tous les autres ont ri. Pas méchamment, pas bruyamment, mais ce genre de rire que les gens ont, quand ils ne veulent pas être laissés de côté. Comme s'ils ne réalisaient même pas, qu'ils participaient à une insulte au ralenti. J'ai laissé planer le silence une seconde, le laissant s'étirer juste assez longtemps, pour que quelqu'un se demande s'il n'était pas allé trop loin. Puis, j'ai posé ma fourchette, j'ai regardé papa droit dans les yeux, et j'ai dit, c'est drôle que tu dises ça. Il a cligné des yeux. Que je dise quoi? J'ai fait un signe de tête vers la BMW. Cette voiture que conduit Jake, ça fait 8 mois qu'il me la loue. La pièce s'est figée. Le sourire narquois de Jake a disparu. Le visage de mon père s'est relâché, comme s'il n'arrivait pas tout à fait à assimiler ce que je venais de dire. Mon oncle a arrêté de mâcher. Même ma mère a fini par lever les yeux. Et à ce moment-là, on pouvait le sentir. Ce minuscule changement sismique dans la pièce, comme si l'air lui-même avait changé de texture. Mais je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas haussé le ton. J'ai juste laissé la vérité suspendue là, comme une peinture que personne ne savait fausse, jusqu'à ce que je le fasse remarquer. Et soudainement, plus personne ne riait. Mais ce n'était que le début. Parce que cette seule phrase, ce n'était pas juste un coup d'éclat. C'était une étincelle. Et le feu qu'elle a déclenché, allait réduire en cendres chaque fausse image, chaque mensonge, et chaque once de respect, sur lesquels mon frère avait surfé pendant des années. Voyez-vous, cette voiture n'était pas la seule chose que Jake avait louée. Loin de là. Et quand tout serait enfin réglé, mon père devrait choisir, entre l'enfant chéri qu'il pensait avoir élevé, et le fils silencieux qu'il n'avait jamais pris la peine de comprendre. J'aimerais pouvoir dire qu'après avoir lâché cette bombe à table, les gens ont fait une pause, et ont réévalué leur façon de me traiter. J'aimerais pouvoir dire que mon père s'est excusé, ou que Jake a enfin eu l'air honteux, pour une fois dans sa vie. Mais non, au contraire, cet instant n'a fait qu'effleurer la surface du problème. Ce qui a suivi, les semaines qui ont découlé de cet événement, m'a montré à quel point la pourriture était vraiment profonde. Après avoir annoncé à tout le monde que Jake me louait la BMW, il y a eu ce long silence. Le genre de silence qui vous rend hyper conscient de votre propre respiration. Jake a essayé de se reprendre en premier. Il a ri trop fort, de manière trop forcée, et a lancé « Allez, Ben. Ne dis pas ça comme ça. On dirait que je suis fauché, ou quelque chose dans le genre. » Mais il était fauché. Du moins, fauché dans les domaines qui comptaient vraiment, et pas seulement sur le plan financier. Mais à ce moment-là, je n'ai pas insisté. J'ai laissé planer ces tentatives de diversion. J'ai laissé tout le monde digérer cette vérité silencieuse, Jake n'était pas tout ce qu'il prétendait être. Mon père a secoué la tête lentement, comme s'il ne voulait pas me croire. « De quoi parles-tu » a-t-il demandé, d'une voix basse et hésitante. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai acheté cette BMW l'année dernière. Jake n'a pas pu obtenir de financement, alors il a demandé s'il pouvait l'utiliser. Je lui ai laissé la voiture, à condition qu'il effectue des paiements chaque mois. Ce qu'il fait. Parfois en retard, et parfois pas du tout. Jake est intervenu. C'est temporaire, juste le temps que les affaires reprennent. Tu as dit que c'était bon. Je l'ai coupé. J'ai dit que c'était bon, à condition que tu respectes notre accord. Ce que tu n'as pas fait. Ma mère a commencé à empiler les assiettes, essayant d'apaiser la situation. D'accord, d'accord. Terminons juste le dîner, a-t-elle murmuré doucement. Comme s'il ne s'agissait que d'une petite querelle sans importance. Comme si quelqu'un ne venait pas de faire exploser une grenade, en plein milieu de la table. Je suis parti tôt ce soir-là. Je n'ai pas aidé à ranger, je ne suis pas resté pour le dessert. Je suis simplement monté dans ma vieille Honda, j'ai tourné la clé, et je suis rentré chez moi, la mâchoire si serrée que ça m'en faisait mal. J'étais fatigué. Fatigué de me mordre la langue, et de ravaler le manque de respect, comme si cela faisait simplement partie de la recette familiale. Mais ce dîner n'était que la première fissure. Ce qui a suivi, ce fut le glissement de terrain.
Cela a commencé par de petites choses. Une semaine après le dîner, j'ai reçu un appel de Jack. Il avait besoin d'un délai pour le paiement de la BMW de ce mois-ci. Il a affirmé qu'il attendait l'argent d'un client et qu'il aurait la somme dans 2 semaines. Je connaissais déjà cette chanson. À ce stade, j'étais davantage un loueur de voitures qu'un frère. Tu te rends compte que je pourrais louer ce véhicule à quelqu'un d'autre, pour le double de ce que tu me donnes, n'est-ce pas, ai-je fait remarquer. J'ai qu'à soupirer, comme si j'étais un véritable fardeau. Allez, mec. Ne fais pas ton lourd. On est de la même famille. Tu sais que je te rembourserai. Sauf que je savais aussi qu'il avait prononcé cette même phrase à 4 reprises au cours de l'année écoulée. Et à chaque fois, je te rembourserai signifiait finir par ignorer mes textos, jusqu'à ce que j'oublie l'affaire. Pourtant, j'ai encore laissé couler. Non pas parce que je le croyais, mais parce que j'avais besoin de temps. Je commençais à voir les choses plus clairement. Ma patience n'était pas infinie, et il épuisait ses dernières chances. 2 semaines se sont transformées en 3. Puis, j'ai appris par un ami commun, que Jack était parti en week-end au ski avec sa petite amie. Ce fut le moment où quelque chose a basculé, en moi. Je n'étais pas en colère. J'en avais juste fini. Je l'ai appelé le lendemain. Tu as 1 semaine de retard, lui ai-je dit. Où est l'argent? Il s'est mis à rire. Sérieusement, tu viens vérifier ça maintenant? Ce n'est que quelques centaines d'euros, Ben. 480, pour être exact. D'accord, mais mec, j'ai eu beaucoup de choses à gérer ce mois-ci. Des trucs stressants. Tu ne comprendrais pas, cette phrase résonnait dans ma tête. Tu ne comprendrais pas. Comme si ma vie se résumait au yoga et à Netflix, tandis qu'il combattait héroïquement des dragons, dans le monde des affaires. Tu as 3 jours, ai-je décrété. Ensuite, la voiture redevient mienne. Fini de jouer. J'ai qu'à raccrocher. 2 jours plus tard, mon père m'a téléphoné. Cela n'arrive absolument jamais. Habituellement, nous ne nous parlons qu'en personne, pendant les vacances ou les événements familiaux, où il peut se moquer de moi publiquement. Alors, recevoir un appel de sa part, me semblait suspect. Puis, il a attaqué, tu menaces de reprendre la voiture de ton frère. Je n'ai rien dit, dans un premier temps. J'étais tellement abasourdi qu'il est appelé juste pour ça. Pas pour prendre des nouvelles, pas pour me demander comment j'allais, mais juste pour prendre la défense de Jack. Je lui ai proposé un accord, et il n'a pas respecté sa part du marché, ai-je fini par répondre. C'est son problème. Papa a soupiré. Allez. Tu sais qu'il fait des efforts. Il a beaucoup de pression. Cette voiture l'aide à paraître performant. Elle l'aide à décrocher des clients. En mentant, ai-je rétorqué. Ce n'est pas mentir, m'a-t-il lancé sèchement. C'est de l'image de marque. Ce mot, image de marque, comme si Jack était une start-up, et que le reste d'entre nous étions des investisseurs, que l'on culpabilisait pour qu'il reste à bord. Et qu'en est-il de moi, ai-je demandé doucement. Quand ai-je droit au bénéfice du doute, ou à votre soutien? Tu te moques de ma voiture, de mon travail. Mais à la seconde où l'image de Jack est en péril, tu rassembles les troupes. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis, il a déclaré, tu t'en es toujours bien sorti, Ben. Jack, lui, a besoin de plus d'aide. C'était là, toute sa réponse. Tu ne reçois pas de soutien, parce que tu n'en as pas besoin. Comme si le fait d'être autonome, me rendait indigne de respect. Comme si une constance tranquille, avait moins de valeur qu'un chaos tape à accent grave l'œil. Cet appel téléphonique a été le point de rupture. J'ai commencé à tout passer en revue. Les fois où j'avais couvert Jack à l'université, quand il avait dilapidé l'argent de ses frais de scolarité pour le spring break. Les fois où j'avais réparé son ordinateur portable gratuitement, où je l'avais aidé à déménager, où je lui avais donné de l'argent pour l'essence, prêté mes outils, et même conçu son stupide site web professionnel, sans jamais avoir été payé pour ça. Et mon père n'a jamais dit merci une seule fois, et n'a jamais reconnu mes efforts. Il a juste continué à lustrer l'image de Jack, comme s'il s'agissait d'un trophée de famille, dont il ne voulait pas qu'on remarque les fissures. Mais le pire restait à venir. 2 semaines plus tard, maman m'a appelé pour m'inviter à un barbecue en famille. Elle a dit que ce serait détendu, juste des cousins, des oncles et quelques amis. J'ai hésité,
Mais j'ai fini par accepter. Je me suis dit qu'à défaut d'autre chose, ce serait l'occasion de crever l'abcès, et peut-être de parler à Jake en tête-à-tête. Je suis arrivé tôt, pour aider ma mère à tout préparer. Elle m'a souri en me voyant, m'a pris dans ses bras, et m'a tendu un plateau de hamburgers à emporter à l'arrière. Merci, mon chéri, m'a-t-elle glissé. Je suis contente que tu sois venu. Mais c'est alors que je l'ai vu. Garée dans l'allée, astiquée à la perfection, se trouvait ma BMW. Je me suis figé. Je m'en suis approché, et j'ai remarqué quelque chose de différent. Un nouvel autocollant sur le pare-brise arrière. Il était petit, mais immanquable. Jake Ellison, service de mobilité pour cadres dirigeants. Je l'ai fixé pendant un long moment. Ce logo n'était pas là, auparavant. Je suis entré d'un pas décidé. J'ai trouvé Jake près de la cuisine, et je l'ai pris à part. Qu'est-ce que c'est que ça, ai-je exigé. Il m'a regardé, l'air confus. Qu'est-ce qui est quoi? L'autocollant sur la voiture. Tu fais la promotion de ton entreprise, comme si le véhicule t'appartenait. Il a haussé les épaules. C'est juste de l'image de marque, mec. Ça aide pour la réputation. Ce n'est pas ta voiture. Ben, sérieusement, ne fais pas de scène. C'est juste un autocollant. Ma voix a baissé d'un ton. Tu utilises ma voiture, pour faire croire que tu diriges une entreprise de services de luxe. Il a regardé nerveusement autour de lui, puis a sifflé, peut-on parler de ça plus tard? Non, ai-je répondu, plus fort. Nous en parlons maintenant. Les gens ont commencé à se retourner pour regarder. Mon père est apparu dans mon champ de vision. Ben, a-t-il averti, ne gâche pas le barbecue. Je ne gâche rien du tout, ai-je rétorqué. C'est ton fils qui s'en charge. Jake m'a attrapé par le bras. D'accord, d'accord. Viens devant. Nous avons contourné la maison pour nous mettre hors de portée de voix. J'avais besoin de la voiture pour une présentation, s'est-il justifié. C'est tout. J'ai une chance de décrocher un gros client et... Non, les jeux coupés. Tu as mis le nom de ton entreprise dessus. Tu as transformé mon bien en un actif pour ton entreprise, sans aucune permission de ma part. Il avait l'air agacé. Ben, pourquoi ça te dérange tant que ça? Tu n'utilises même pas cette voiture. Je l'ai gardée propre. Elle est toujours en parfait état. Tu aimes juste avoir le contrôle. Je l'ai fixée pendant un long moment. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai ouvert l'application qui suivait le GPS de la voiture. Je lui ai montré l'écran. Tu as dépassé la limite de kilométrage, tous les mois. Tu l'as emmené hors de l'état à plusieurs reprises, sans parler de ton séjour au ski du week-end dernier, tout ça pendant que tu me disais ne pas pouvoir payer. Ses yeux se sont plissés. Tu m'espionnes. Je protège mon investissement. Il a ricané. Mec, tu es vraiment pathétique. C'en était trop. Tu as 24 heures, ai-je tranché. Après ça, je la reprends. Jake m'a dévisagé, comme s'il n'arrivait pas à croire que je fixerais enfin une limite. Tu n'oserais pas, je me suis retourné et je me suis éloigné, mais j'allais le faire, et j'avais fini de jouer au gentil. Ce que j'ignorais à ce moment-là, et que je ne découvrirais que quelques jours plus tard, c'est que Jake avait franchi une ligne, que je n'avais même pas vu venir. Il ne s'était pas contenté d'utiliser ma voiture, pour simuler sa réussite. Il avait inscrit mon nom en tant que partenaire commercial sur des documents officiels sans m'en avertir, et tout était enregistré sous mon nom légal dans les registres de l'État. Je ne l'ai su que lorsque j'ai reçu un document fiscal par la poste. Ce fut la trahison ultime. Et une fois que j'en ai découvert l'ampleur, j'ai compris qu'il n'avait pas seulement franchi une limite personnelle. C'était une affaire légale, et il était temps de lui faire regretter son geste. Mais j'y reviendrai, car la tempête n'avait pas encore éclaté. Elle tournait simplement en rond, attendant le bon moment pour s'abattre sur tout ce qu'il avait construit. Avez-vous déjà eu l'impression que votre propre famille pouvait vous poignarder dans le dos, puis vous tendre une serviette, pour que vous nettoyiez les dégâts qu'ils ont causés? C'est exactement ce que j'ai ressenti le jour où j'ai ouvert mon courrier, et que j'ai trouvé une épaisse enveloppe à l'allure étrangement officielle, qui m'était adressée. Ce n'était pas de la publicité. Elle portait mon nom complet, l'initiale de mon deuxième prénom légal, et tout était orthographié correctement, ce qui excluait d'emblée la piste du courrier indésirable.
je l'ai ouverte alors que je me tenais au comptoir de la cuisine, en pantalon de survêtement et en sirotant un café tiède, pensant qu'il s'agissait peut-être d'une affaire d'assurance, ou de paperasse fiscale ennuyeuse. Au lieu de cela, c'était un avis du registre du commerce de l'État. Apparemment, j'étais répertorié comme le cofondateur d'une société appelée Ellison Executive Mobility Solutions LLC. L'entreprise de GEC, sauf que je n'avais jamais rien signé du tout. Au début, j'ai cru qu'il devait s'agir d'une erreur. Peut-être qu'il nous avait confondus. Nous sommes frères, après tout. Peut-être que GEC m'avait indiqué comme contact d'urgence, et que quelque chose avait planté dans le système. Mais non, il m'avait bien déclaré en tant qu'associé. Mon nom figurait noir sur blanc sur les documents de la LLC, avec une signature numérique et une date. Je ne savais même pas qu'il était possible de falsifier un truc pareil. J'ai appelé les bureaux de l'État pour demander comment cela avait pu se produire. Après une heure d'attente, la femme au bout du fil m'a gentiment informé que le dépôt numérique ne nécessitait qu'une signature dactylographiée. Nous ne vérifions pas l'identité lors de la soumission, a-t-elle expliqué. Il appartient aux parties concernées de résoudre ce genre de litige. En d'autres termes, félicitations, monsieur Ellison. Si vous voulez nettoyer ce gâchis, vous devrez vous débrouiller tout seul. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je me suis tourné et retourné dans mon lit, passant en revue tous les pires scénarios possibles. Et s'il avait accumulé des dettes commerciales? Et s'il s'était servi de mon crédit, d'une manière ou d'une autre? Et s'il m'avait inscrit sur un document fiscal, et que je me retrouvais avec des pénalités à l'avenir? Et puis, il y avait la question la plus importante, celle que je ne voulais pas poser. Pourquoi? Pourquoi mon propre frère m'avait-il fait une chose pareille? Le lendemain, j'ai débarqué dans le bureau de GEC, si on peut l'appeler ainsi. C'était un espace de co-travail exigu dans un petit centre commercial, coincé entre une boutique de cigarettes électroniques et une salle de sport en faillite. Je connaissais le code de la porte, parce que je l'avais aidé à emménager des mois auparavant. C'était vide à mon arrivée. Juste un bureau, une lampe circulaire, et un tableau blanc rempli de mots à la mode, comme conversion à forte valeur ajoutée et entonnoir de fidélisation client. GEC s'est pointé 20 minutes plus tard. Il tenait un gobelet Starbucks, et portait un blazer par-dessus un t-shirt, comme s'il s'apprêtait à donner une conférence TED. En me voyant, il s'est figé. « Ben, tu ne peux pas débouler ici comme ça, mec. » J'ai brandi la lettre. « Tu as mis mon nom sur une société sans me le dire. » Il ne l'a pas nié. Pas vraiment. Il a fait ce truc où il essaie de paraître confus, comme si j'étais celui qui perdait la tête. J'allais te mettre dans la boucle. C'était juste temporaire, pour les documents légaux. Mais tu as complètement perdu la tête? Il a soupiré, et a posé son café. Écoute, j'avais besoin d'un deuxième nom sur le formulaire. Il n'allait pas approuver le dossier d'un propriétaire unique, à cause de la façon dont j'ai structuré la demande de prêt. C'est juste pour la forme. Ce n'est pas comme si tu possédais réellement une part de l'entreprise. Mais c'est le cas, maintenant, ai-je répliqué. Selon l'État, et selon le fisc. Tu as usurpé mon identité. Il a levé les bras au ciel. Je n'ai rien volé, d'accord? J'ai juste emprunté ton nom. J'avais envie de frapper quelque chose. Même pas lui. Juste un mur, une chaise, la cloison derrière ce stupide tableau blanc. Je vais le signaler, ai-je dit. Je me retire de cette entreprise, et s'il y a le moindre dommage sur mon crédit, je viendrai te chercher. Le sourire de GEC a disparu. Tu ne ferais pas ça. Si, je le ferai, et je vais le faire. Mais je ne l'ai pas dénoncé tout de suite, car mon instinct me disait que cette affaire était plus grave que je ne le pensais. Et j'avais raison. Le mois suivant, ma vie a atteint un niveau de frustration étrange et pesant. J'ai gardé les choses pour moi, en partie parce que je ne savais pas à qui en parler, et en partie par honte. Il ne s'agissait plus seulement de GEC, désormais. Il s'agissait de la facilité avec laquelle je l'avais laissé me marcher sur les pieds, et du temps pendant lequel je l'avais toléré. J'ai commencé à me remettre en question. Avais-je été trop silencieux toutes ces années, trop passif? Étais-je en partie responsable de leur avoir laissé croire que j'étais la personne sur laquelle ils pouvaient s'appuyer, se décharger, puis qu'ils pouvaient rejeter? Mon père a appelé une fois pendant ce mois-là. Pas pour prendre de mes nouvelles, évidemment. Il voulait juste savoir pourquoi GEC avait l'air si abattu, lors du repas du dimanche.
Je lui ai répondu de poser la question à Jack. Sa réponse a été « Tu n'as pas besoin d'être difficile ». Difficile ? Ce mot a résonné dans mes oreilles comme une cloche. Soudainement, j'étais devenu la personne difficile. J'ai fait le mort lors des événements familiaux qui ont suivi. J'ai raté 2 barbecues, l'anniversaire d'un cousin, et une partie de pêche dans laquelle mon oncle a essayé de m'embarquer. Je me suis replié sur moi-même, repoussant les gens. J'étais amer, plein de ressentiment, et pourtant, d'une certaine manière, plus seul que jamais. Mais curieusement, cette solitude s'est transformée en autre chose. En clarté. J'ai commencé à passer mes soirées différemment. Au lieu de mariner dans la frustration, je me suis mis à faire des recherches, discrètement et méthodiquement. Je me suis renseigné sur mes options légales, j'ai commencé à compiler des preuves écrites, textos, virements bancaires, emails, messages vocaux, et des captures d'écran du site professionnel de Jack mettant en scène la BMW. Je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire, mais je savais qu'il était temps d'arrêter d'attendre que justice soit faite, et de commencer à la construire moi-même. Parallèlement, je me suis concentré sur la reconstruction de ma propre vie. Pas sur le plan matériel, car ma carrière se portait toujours bien. Mais sur cet échafaudage intérieur, qui s'était lentement effrité après des années passées à être la personne responsable, qui ne faisait jamais de vagues. Je me suis inscrit à un groupe de mentorat local. C'était juste un petit cercle de chefs d'entreprise, qui se réunissaient une fois par semaine pour le déjeuner, et qui partageaient leurs difficultés, leurs conseils, et leurs idées. Je n'en attendais pas grand-chose au début, mais ce groupe m'a apporté quelque chose dont je ne savais pas que je manquais cruellement. Le respect. Ils m'écoutaient quand je prenais la parole. Ils posaient des questions. Ils accordaient de la valeur à ce que j'avais à dire. L'une des participantes, une femme retraitée nommée Hélène, qui avait dirigé une entreprise de logistique, m'a dit quelque chose qui est resté gravé en moi. Les gens qui se nourrissent de ton silence paniqueront, à la seconde même où tu trouveras ta voix, a-t-elle déclaré. Alors, parle. J'ai noté ces mots. Je les ai regardés chaque jour. Les gens qui se nourrissent de ton silence paniqueront, à la seconde même où tu trouveras ta voix. Et, lentement, j'ai commencé à parler. J'ai contacté mon ami Cory, qui est avocat. Il n'était pas spécialiste de la fraude ou du droit des affaires, mais il m'a orienté dans la bonne direction. Il m'a aidé à rédiger les lettres nécessaires, pour retirer légalement mon nom de l'entreprise de Jack, et m'a conseillé sur la façon de déposer une plainte officielle, si mon frère s'y opposait. J'ai assimilé les étapes. J'ai repris le contrôle. Non pas de manière explosive ou dramatique, mais à la façon d'une personne, qui décide enfin qu'elle ne sera plus un paillasson. En parallèle, j'ai mis à jour le site de mon entreprise, j'ai repensé ma propre image de marque, j'ai pris 2 nouveaux clients, et j'ai lancé une chaîne YouTube proposant des tutoriels techniques, ainsi que des conseils en gestion de projet. C'était quelque chose que je voulais faire depuis des années, mais je n'avais jamais eu la confiance nécessaire pour me lancer. Les abonnés sont arrivés au compte-gouttes, mais chacun d'entre eux ressemblait à une petite validation, prouvant que j'avais des choses intéressantes à partager. Puis est arrivé cet email, qui a tout fait basculer. Il venait d'une femme nommée Tara, quelqu'un que je n'ai pas reconnu dans l'immédiat. Elle s'est présentée comme une entrepreneuse, qui avait envisagé de travailler avec la société de Jack. Mais quelque chose dans cette entreprise lui paraissait louche, alors elle avait fait quelques recherches. Elle avait trouvé mon nom sur le registre de la LLC, et m'avait retrouvé grâce à LinkedIn. Son message était prudent. Êtes-vous réellement impliqué dans l'entreprise Ellison Executive Mobility Solutions? Parce que j'ai des questions. Nous avons alors organisé un appel téléphonique. Tara était intelligente et très professionnelle. Elle n'a pas trop dévoilé son jeu, mais d'après ce que j'ai compris, Jack lui avait vendu un service de transport de clients haut de gamme, pour les cadres dirigeants visitant notre ville. Il lui avait promis des navettes aéroportuaires de luxe en berline noire, et des expériences avec un service irréprochable. Tout cela semblait impressionnant, jusqu'à ce qu'elle voie l'adresse indiquée sur le site de l'entreprise. Cela l'a menée au même espace de co-travail de ce petit centre commercial. Ce fut un premier signal d'alarme. Elle a également remarqué que le compte Instagram de la société n'utilisait que des photos libres de droit, et ne taguait jamais de vrais clients ou de véritables événements. Un deuxième signal d'alarme. Ensuite, elle avait trouvé mon nom sur le dossier d'immatriculation, et avait pensé, c'est peut-être lui, le véritable cerveau de l'opération. Je lui ai dit la vérité. Toute la vérité.
Elle est restée silencieuse pendant un moment. Puis, elle a déclaré, « Cela confirme mes soupçons. » Nous avons raccroché, mais une graine avait été semée. Jake l'ignorait encore, mais son empire bâti sur des mensonges, des noms usurpés et des voitures de location commençait à se fissurer. Et j'étais enfin en position de faire quelque chose à ce sujet. Non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur les plans légal et publics. Cependant, avant de craquer l'allumette, j'avais une dernière chose à régler, affronter mon père. Parce que même si c'était Jake qui avait falsifié mon nom, qui m'avait manipulé et exploité, c'était bien mon père qui m'avait fait sentir que me défendre était d'une certaine façon une erreur. Comme si ma force tranquille n'était que de la faiblesse. Comme si j'étais la personne compliquée, parce que j'osais exiger le respect. Alors, je l'ai invité à prendre un café. Juste lui et moi. En terrain neutre. Il s'est présenté. Bien sûr. Mon père est le genre d'homme à ne pas refuser un café gratuit, surtout s'il pense pouvoir faire la morale à quelqu'un, par la même occasion. Il s'est assis, a siroté sa boisson, et a demandé, « Alors, de quoi s'agit-il » Je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai répondu, « Il s'agit de Jake, de toi, et de moi. » Son sourire s'est effacé. « Je sais ce que Jake a fait, » ai-je poursuivi. « Je suis au courant pour la LLC. Je sais comment tu l'as défendu. Et je sais que tu penses que je réagis de manière excessive. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'en as pas eu besoin. Ton silence en disait long. » Il s'est calé au fond de son siège. « Écoute, Jake a toujours été un peu imprudent, mais... » Non, les jeux interrompus. Ne minimise pas la situation. Il a falsifié mon nom, il a commis une fraude, et tu l'as encouragé dans ses dérives, pendant des années. Il a froncé les sourcils. Ben, ce n'est pas ce que tu es. Ça m'a fait rire. Tu as raison. Ce n'est pas ce que j'étais. Mais j'ai fini de me taire. Il n'a pas dit grand-chose après ça. Il est juste resté assis là, mal à l'aise, réalisant probablement que le fils qu'il pensait pouvoir ignorer, s'était trouvé une colonne vertébrale. J'ai quitté le café ce jour-là en me sentant plus léger, plus fort, comme si j'étais enfin entré dans ma propre vie. Mais je n'en avais pas terminé. Jake n'avait toujours aucune idée de ce qui l'attendait. Et le temps qu'il s'en rende compte, l'illusion qu'il avait construite, la voiture, l'entreprise, sa réputation, finirait par s'écrouler. Parce qu'en vérité, je ne me contentais plus de parler. Je planifiais les choses. Et la première véritable action était déjà enclenchée. Il y a une étrange lucidité qui s'installe, lorsque l'on cesse d'espérer que quelqu'un change. Lorsque l'on arrête d'attendre qu'il fasse ce qui est juste. Lorsque l'on accepte enfin qu'il ne le fera pas, et qu'on décide d'agir quoi qu'il arrive. Après cette rencontre avec mon père, je suis parti sans la moindre illusion. Il n'allait pas prendre ma défense. Il n'allait pas demander des comptes à Jake. Je n'allais pas recevoir d'excuses, ni même une simple reconnaissance du pétrin que Jake avait créé, en y associant mon nom. Mais je ne repartais pas les mains vides, car j'avais désormais quelque chose de bien meilleur que son approbation. J'avais une dynamique, et j'avais un plan. La première étape consistait à assainir l'aspect légal de l'affaire. Je n'allais pas laisser mon nom traîner, sur quoi que ce soit qui touche à Jake. Avec l'aide de mon ami Cory, et du groupe de mentorat entrepreneurial, j'ai rempli les documents nécessaires pour me retirer de la LLC. Cela a pris quelques semaines, mais la procédure était relativement simple. Une fois que j'ai eu tout préparé, j'ai joint les preuves attestant que je n'avais jamais accepté ce partenariat. Des emails, des textos, et l'absence totale de mon consentement. Ensuite, j'ai envoyé un avis de courtoisie à Jake. Il a répondu en moins d'une heure. « Jake, tu fais sérieusement ça, en ce moment ? Moi, je l'ai déjà fait. Tu recevras bientôt l'avis officiel. Jake, mec, tu surréagis. Ça va tout foutre en l'air. Moi, tu aurais dû y penser, avant de falsifier mon nom. Jake, incroyable. Tu es vraiment du genre jaloux, hein ? Ce dernier message m'a bien fait rire. Jaloux de quoi ? D'une voiture de location, d'une fausse entreprise, et d'un curriculum vitae tenu par du ruban adhésif et quelques retouches Photoshop ? C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je ne me contentais plus de m'éloigner. J'allais incendier la scène sur laquelle il s'obstinait à jouer sa petite comédie. Mais pas d'un seul coup. Je ne voulais pas d'une vengeance qui sèmerait simplement le chaos.
Je voulais le genre de vengeance qui ne laisserait aucun doute sur l'identité de son instigateur. Je voulais du contrôle et de la précision. Je voulais le genre de vengeance qui ne ferait pas qu'exposer la vérité. Je voulais qu'elle la rende impossible à ignorer. J'ai donc commencé à rassembler du bois pour allumer le feu. La première pièce à conviction est venue de Tara, l'entrepreneuse qui m'avait contacté après avoir vu mon nom sur les registres de la LLC. Elle et moi étions restés en contact. Et, il s'est avéré qu'elle n'était pas la seule personne que Jake avait essayé de charmer avec son argumentaire clinquant et son prétendu service de voiture de direction. Il y en avait d'autres. Des clients qu'il avait courtisés, des accords qu'il avait fait miroiter, et même quelques premiers investisseurs, qui commençaient à se poser des questions. La moitié des choses qu'il a promises ne se sont jamais concrétisées, m'avait confié Tara, lors d'un appel téléphonique. Il affirmait posséder une flotte de véhicules, des chauffeurs qualifiés, et des partenariats exclusifs avec l'aéroport. Mais tout ce qu'il montrait, c'était toujours cette unique BMW. Ma BMW. Tara m'a mis en relation avec deux autres anciens prospects. Le premier était une petite agence de marketing, qui avait failli signer un contrat avant de se retirer, à cause d'un mauvais pressentiment. L'autre était le PDG d'une start-up locale, qui m'a expliqué que Jake s'était dégonflé lors d'un essai technique, et n'avait jamais rappelé, après qu'ils eurent exigé une facture en bonne et due forme. Chacun d'eux m'a fourni du carburant supplémentaire. Des noms, des dates, des captures d'écran, et une litanie de promesses non tenues. Puis, je me suis souvenu de quelque chose qui remontait à quelques mois, à l'époque où j'avais aidé Jake à créer son site web professionnel. Il m'avait supplié de le configurer pour lui, en prétextant qu'il n'avait pas les moyens de se payer un designer. Je l'avais fait gratuitement, comme un idiot. Et, tel un idiot encore plus grand, j'avais utilisé mon propre compte pour enregistrer le nom de domaine, ce qui signifiait que je possédais toujours un accès administrateur à son site. Je me suis connecté un soir, le cœur battant à tout rompre, et il était là. L'intégralité de son site web reposait sur la plateforme, dont j'avais le contrôle absolu. Il avait changé le mot de passe de sa messagerie professionnelle, mais il n'avait jamais modifié les identifiants maîtres du compte d'hébergement. Du grand Jake, fidèle à lui-même. Tout dans l'esbrouf, et rien dans le suivi. Je n'ai touché à rien. Pas encore. Mais le simple fait de savoir que je détenais les clés, cela changeait absolument tout. J'ai passé les semaines suivantes à observer la situation, tapis dans l'ombre. À chaque fois que Jake publiait l'histoire d'une réussite client sur Instagram, je faisais une recherche d'images inversées. Des photos libres de droit. À chaque fois qu'il mentionnait un partenariat, je vérifiais le site de la fameuse entreprise. Rien ne parlait de lui. À chaque fois qu'il prétendait être complet, je vérifiais le GPS de la voiture. La plupart du temps, elle ne quittait même pas son allée. C'était un véritable château de cartes. Tout ce qu'il me restait à faire, c'était de choisir le bon moment pour le renverser d'une pichenette, mais le timing était primordial. J'ai donc patienté. Puis, 2 semaines plus tard, mon opportunité s'est présentée. Ma mère a appelé. Et, mon chéri, a-t-elle commencé, d'une voix un peu hésitante. Nous invitons de nouveau tout le monde, pour l'anniversaire de ton père. Juste la famille et quelques amis proches. Ça signifierait beaucoup pour nous, que tu sois là. J'ai failli répondre non. Je n'avais pas assisté à une réunion de famille depuis des mois. Mais ensuite, elle a ajouté, Jake a prévu de faire une petite annonce. Quelque chose à propos de son entreprise, qui décolle enfin. Et c'était là, la scène parfaite. Il s'apprêtait à livrer une nouvelle représentation, et cette fois-ci, je serais au premier rang. Je lui ai assuré que je viendrais. Le lendemain, j'ai allumé mon ordinateur, et je me suis mis au travail. J'ai commencé par préparer une petite présentation. Rien d'extravagant, juste une compilation de captures d'écran. Des photos de ses faux clients, des messages des personnes qui l'avaient arnaqué, les formulaires fiscaux, le dépôt d'immatriculation falsifié de la LLC. Et, pour faire bonne mesure, un petit montage comparant toutes les promesses qu'il avait faites sur les réseaux sociaux, avec la réalité. J'ai organisé le tout dans un diaporama très soigné. Ensuite, j'ai rédigé ma déclaration, je m'y suis exercé, et j'en ai peaufiné le texte. Je ne voulais pas que l'émotion vienne parasiter le moment. Il ne s'agissait pas d'une vendetta personnelle. Il s'agissait simplement de la vérité. J'ai appelé Tara, et je lui ai demandé une dernière faveur.
Elle a accepté sans la moindre hésitation. Je vous suis redevable, m'a-t-elle assuré. Et honnêtement, j'ai envie de voir ce type tomber. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place, 2 jours avant la fête. J'ai appelé Jack. Il n'a pas décroché, alors je lui ai laissé un message vocal. Salut, j'ai entendu dire que tu allais faire une annonce, pour l'anniversaire de papa. Je voulais juste te dire que j'ai hâte de l'entendre. Il m'a répondu par texto, je ne pensais pas que tu viendrais. J'espère qu'on pourra être cool, tous les deux. J'ai souri. Oh, je suis très cool, Jack. Je suis aussi froid que la glace. Le jour J, je me suis habillé avec élégance. Sans en faire trop, sans chercher à rivaliser, mais avec assurance. Un blazer impeccable et des chaussures bien cirées. Ce genre d'allure soignée et discrète, qui ne réclame pas l'attention à corps et à cri, mais qui la gagne néanmoins. J'ai conduit la Honda, évidemment, car je ne me cachais pas. L'arrière-cour était bondé de monde. Des guirlandes lumineuses, des chaises pliantes, et des plateaux garnis par un traiteur. Jack était déjà là, tenant sa cour dans un costume bleu, affublé de ses lunettes Ray-Ban, et arborant ce sourire de politicien qu'il maîtrisait à la perfection. Papa se tenait à ses côtés, tel un fier directeur de campagne électorale. C'est alors que ma mère m'a appelé, les bras grands ouverts. Je suis heureuse que tu sois venu. Je l'ai serré contre moi, et j'ai fait un signe de tête à mon père. Il m'a répondu par un demi-sourire. Jack ne m'a même pas regardé. Il a simplement continué de discuter avec un type, évoquant une prétendue expansion vers de nouveaux marchés. La soirée a suivi son cours. Les gens riaient, buvaient, et prenaient la pause devant un photomaton de location, dont la toile de fond était imprimée du logo EM. Exactement. Jack avait fait fabriquer un faux mur de logo pour les photos. Mon nom avait figuré sur ce logo, à un moment donné. Puis, au moment du dessert, mon père a fait teinter son verre, et a demandé si je pouvais avoir l'attention de tout le monde, pour une petite minute. Il était l'heure. Il s'est tourné vers Jack, affichant un sourire rayonnant, comme si le fils qu'il avait élevé, s'apprêtait à marcher sur l'eau. Mon garçon a travaillé dur, a-t-il déclaré. Nous le savons tous. Et ce soir, il a quelque chose de très spécial à partager. Jack. Jack s'est avancé, débordant de charisme et de parfum. Il a sorti son téléphone, et a lancé la lecture d'un petit montage vidéo. Des plans de la BMW. Ma voiture. Des clips flous de lui entrant dans des halls d'hôtel. Des images de drones, qu'il avait de toute évidence achetées en ligne. Je veux juste dire, a commencé Jack, que lorsque j'ai fondé Ellison Executive Mobility Solutions, les gens ont douté de moi. Ils m'ont dit que je voyais trop grand. Mais aujourd'hui, nous sommes en pleine croissance. Nous avons signé avec 3 nouveaux clients, et le mois prochain, je lancerai notre 2e véhicule. Applaudissements dans l'assistance. Même mon père l'applaudissait à tout rompre, comme s'il venait d'assister à la transformation d'un petit garçon, en un véritable homme. Jack a continué son discours, rayonnant. La route a été longue, et je n'aurais jamais pu y arriver sans ma famille. Mes parents, qui ont toujours cru en moi. Ma petite amie, qui est restée à mes côtés malgré le chaos. Et bien sûr, mon frère Ben, qui m'a inspiré à poursuivre ce rêve. C'était mon signal. Je me suis avancé, et je me suis raclé la gorge. En fait, Jack, ai-je lancé d'une voix assez forte pour faire taire la musique de fond. Il y a quelque chose que j'aimerais ajouter, moi aussi. Tous les regards se sont braqués sur moi. Jack s'est figé, et j'ai souri, car chaque pièce de mon plan était parfaitement en place. Le prochain coup, c'était l'échec et mat. L'atmosphère était électrique. Ce genre de silence où tout le monde reste pétrifié, les yeux rivés sur vous, sans savoir si vous vous apprêtez à porter un toast, ou à faire exploser une bombe. Et c'est moi, qui tenais le détonateur. Jack se tenait raide comme un piquet aux côtés de notre père, le sourire de ce dernier commençant déjà à se fissurer, tandis que sa posture se modifiait. Jack n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. Son langage corporel en disait suffisamment long. Le piétinement nerveux de ses pieds, le léger tic au coin de sa bouche, prouvaient qu'il savait que le moment de vérité était arrivé. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, et j'ai pris une grande inspiration. Je n'avais pas prévu de prendre la parole, ai-je commencé. Mais puisque mon nom a été mentionné,
je pense qu'il est juste que je rétablisse les faits. Quelques personnes ont remué sur leur chaise. Quelqu'un a ri nerveusement. Jake a fait un pas dans ma direction. Ben, ce n'est peut-être pas le bon moment. Mais je l'ai royalement ignoré. J'ai déverrouillé mon téléphone, et j'ai partagé mon écran sur le téléviseur, que Jake venait d'utiliser pour son propre montage vidéo. Ce même écran, qui diffusait des images au ralenti de lui en train de serrer la main d'homme d'affaires flouté, affichait désormais un tout autre diaporama. Un document que j'avais préparé soigneusement, discrètement, et avec un sens aigu du détail. Première diapositive. Une capture d'écran de l'immatriculation de la LLC auprès de l'État, avec mon nom répertorié comme cofondateur, entouré en rouge. Pour commencer, Jake m'a inscrit en tant que partenaire commercial dans son entreprise, sans m'en informer, et sans mon consentement. Je n'ai absolument rien signé. Il a utilisé mon identité légale sans me le demander. Des murmures ont parcouru l'assistance. Mon oncle s'est penché en avant. L'une de nos cousines a porté la main à sa bouche. Deuxième diapositive. Une copie de l'email de l'État confirmant mon retrait de la LLC, daté d'il y a 2 semaines. J'ai dû recourir aux voies légales pour me dissocier de son entreprise, afin de protéger mon dossier de crédit et ma situation fiscale. La bouche de Jake s'est légèrement entr'ouverte. Il n'a rien dit. Il est juste resté planté là, telle une statue taillée dans la panique pure. Troisième diapositive. L'historique du traceur GPS de ma voiture. Le véhicule que Jake utilisait, pour se présenter comme un fournisseur de services haut de gamme. L'image détaillait son week-end au ski, les nombreux dépassements de kilométrage, ainsi que les trajets hors de l'État, qui violaient ouvertement notre accord initial. L'argumentaire commercial de Jake, celui qu'il vient tout juste de vous servir, repose sur cette BMW que vous voyez là, ai-je asséné, en pointant la fenêtre du doigt. Cette voiture ne lui appartient pas. C'est la mienne. Il me la loue depuis près d'1 an. Avec des retards de paiement, par-dessus le marché. Quelqu'un vers le fond a laissé échapper un faible « oh ». Quatrième diapositive. Des captures d'écran du site web de Jake, affichant de prétendus témoignages clients. Juste en dessous, j'ai dévoilé les mêmes photos, mais dans leur contexte d'origine. Des catalogues d'images libres de droit, non modifiés et sans aucune retouche. Cinquième diapositive. Des messages de Tara, et de 2 autres clients potentiels qui l'avaient induit en erreur. L'un d'eux avait envoyé une brève déclaration par email, que j'avais imprimée, et que j'ai lue à voix haute. Jake Ellison a promis à notre cabinet des services de transport exclusifs, garantis par des contrats aéroportuaires et une flotte de véhicules vérifiés. Après enquête, aucune de ces affirmations n'a pu être confirmée. Agissez avec la plus grande prudence. Je me suis tourné à nouveau vers la foule. Il n'y a pas de flotte automobile, il n'y a pas de chauffeur professionnel, et il n'y a pas de contrat. Il y a juste Jake, qui fait semblant de l'être, dans ma propre voiture. Le silence qui a suivi était assourdissant. Non pas en raison d'une quelconque confusion, mais à cause d'une clarté brutale. Le visage de Jake était livide. Il a regardé notre père, cherchant désespérément quelque chose, du soutien, un démenti, une bouée de sauvetage. Mais papa a fui son regard. Sa mâchoire était contractée, et ses bras étaient fermement croisés. J'ai fermé le diaporama. Je n'ai pas fait ça dans le but d'humilier qui que ce soit, ai-je précisé. Mais mon nom a été associé à ce mensonge, pendant bien trop longtemps. J'ai passé des années à rester silencieux. Des années à l'aider, à le couvrir, à le tirer d'affaire, et tout ce que j'ai récolté en retour. Ce fut un manque de respect flagrant. Je me suis adressé directement à Jake. Tu as exploité mon nom, ma voiture, et mon travail. Le pire dans tout ça, c'est que tu n'as jamais dit merci. Tu pensais simplement que c'était normal, comme si je te devais quelque chose. Jake a enfin pris la parole. Ben, je ne voulais pas, si, tu le voulais, les jeux interrompus sèchement. Tu voulais déjouer le système, et tu avais prévu de me laisser porter le chapeau, si les choses tournaient mal. Mais je ne nettoierai plus tes dégâts. Et sur ces mots, je suis sorti. Je n'ai pas attendu les applaudissements. Je n'ai pas attendu de voir les conséquences. Je suis tout simplement parti. L'air frais de la nuit m'a fait l'effet d'une profonde expiration, qui aurait libéré tout mon corps. Je suis monté dans ma Honda, j'ai démarré le moteur, et je me suis éloigné. Sans musique, sans me presser.
Seule la paix m'accompagnait. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée à ce barbecue. Les répercussions sont arrivées vite, et elles ont frappé fort. 2 jours plus tard, le site de Jake a été mis hors ligne. Je n'y ai pas touché, même si j'en avais la possibilité. Non, cette fois-ci, c'est son compte d'hébergement qui a été signalé, après que Tara et les 2 autres victimes ont déposé des plaintes officielles pour fausses déclarations et tentatives de fraude. Apparemment, l'un des investisseurs qui l'avait démarché avait également eu vent de mon diaporama grâce à un cousin présent à la fête, et il avait commencé à réclamer le remboursement de ses fonds. Jake a tenté de limiter les dégâts. Il a publié sur Instagram un message à moitié convaincant, annonçant qu'il se mettait en retrait pour restructurer l'entreprise. Il a désactivé les commentaires lorsque son profil a été inondé de questions et a supprimé la moitié de ses anciennes publications. Mais à ce stade, il était déjà trop tard. L'espace de cotravail a résilié son bail en raison de ses déclarations mensongères sur la nature de son activité professionnelle. La bannière arborant le logo de son entreprise a fini jetée à la poubelle. La BMW m'est revenue dans le plus grand des silences. Il l'a garée au bout de mon allée, une nuit. Les clés déposées dans la boîte aux lettres. Aucun mot, aucun texto. Il n'a même pas demandé le remboursement de l'argent qu'il m'avait versé. Papa n'a pas dit grand-chose par la suite. Il m'a téléphoné une fois, 2 semaines plus tard. Il s'est contenté de dire « Je ne savais pas que la situation était si grave ». Je lui ai répondu « Tu ne voulais pas le savoir ». Il a poussé un soupir. « Tu as raison. » Ce n'étaient pas de véritables excuses, mais il ne s'en était jamais autant rapproché. Et c'était amplement suffisant. 1 mois après l'effondrement de l'empire de mon frère, j'ai publié une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, qui était en pleine croissance. Une histoire suffisamment vague pour ne nommer personne, mais assez explicite pour transmettre une véritable leçon. Elle s'intitulait « Que se passe-t-il, lorsque vous laissez des personnes emprunter votre nom ?» La vidéo a touché un point sensible. Des dizaines de milliers de vues, des centaines de commentaires, et d'innombrables témoignages de personnes partageant leurs propres histoires, leur propre prise de conscience brutale. Je n'ai pas répondu à tout le monde, mais j'ai lu chaque mot. Parce qu'à travers ces commentaires, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. De la validation. Non pas pour mon côté extravagant, bruyant, ou charmeur. Mais pour avoir été stable, pour avoir été honnête, et pour m'être enfin tenu debout. Jake a changé de ville peu de temps après. La rumeur court qu'il est en train de se forger une nouvelle image de marque, et de lancer un nouveau projet. Je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis, et pour être franc, je n'en ai pas la moindre envie. J'espère qu'il finira par trouver sa voie. Je le souhaite sincèrement. Mais cette fois, il devra le faire, sans que mon nom ne figure sur ses documents. Quant à moi, tout va bien. Ma voiture roule toujours à merveille. Mon entreprise est florissante. Ma vie est calme, mais elle m'appartient à part entière. Et pour la première fois depuis très longtemps, je ne porte plus les mensonges des autres sur mes épaules. Seulement ma propre vérité. Qu'il loue des voitures. Qu'il loue du respect. Je préfère de loin, posséder le mien.